Les agents sont là et c'est la série des révélations à mal. On voit à quel point ces derniers jours, dernières semaines, on découvre un certain nombre de journalistes, d'hommes politiques, etc., qui travaillaient ou qui travaillent pour les services russes. Oui, une enquête du journaliste Vincent Jouvert dans Le Point dévoile une liste de Français au service de Moscou. Vous l'avez reçue tout à l'heure, je vous propose de l'écouter. C'est les anciens de la DST qui savaient bien qu'il y avait beaucoup d'agents de renseignement des pays de l'Est en France, que la France était infiltrée. Pas de raison qu'il y en ait beaucoup en Italie, en Grande-Bretagne et ailleurs, et pas en France. Il y avait une certaine forme de laisser-faire. Et aujourd'hui, du fait des archives qui sont rendues accessibles dans les pays de l'Est, notamment en Tchécoslovaquie, où je suis allé, en Tchéquie maintenant, eh bien, on trouve tous les dossiers des agents français de l'époque, donc des années 50, 60, 70, 80, c'est quand même assez récent. Il y en a beaucoup. Vincent Jouvert a donc plongé dans les archives déclassifiées du service d'espionnage tchécoslovaque, la STB, pour y retrouver donc des traces des Français recrutés pour faire passer des informations au bloc soviétique. Dans cette enquête, on y trouve des politiques, des journalistes, des hauts fonctionnaires qui délivrent petits et grands secrets aux espions de l'Est. Alors parmi ces espions, il y aurait Olesya Orlenko, c'est une historienne russe qui a travaillé pendant des années pour des médias français tels que l'Humanité ou même Le Monde diplomatique. Il y a aussi Mikhail Gamandy Egorov, c'est difficile à dire, un marchand d'influence qui donnait des cours à l'ESJ. L'ESJ, c'est une école de journalisme très connue. Ou encore le journaliste Gérard Carrérou, considéré comme informateur par les services d'espionnage soviétiques. C'était au début des années 80, lorsqu'il était rédacteur en chef politique d'Europe 1. Gérard Carrérou qui a rapidement démenti et annonce même porter plainte pour diffamation. Merci beaucoup, Amal. Vous nous avez rejoint. Nicolas Quesnel, bonsoir. Bonsoir. Je recommande en particulier votre livre « Allô Paris, ici Moscou », mais vous êtes aussi l'auteur de la révélation du Point, ces Français au service de Moscou. Alors, il y a une galerie. Pourquoi autant de révélations maintenant ? Parce qu'il y en a dans tous les coins. Moi, on m'a toujours dit quelque chose qui est très vrai dans le journalisme, c'est que quand on cherche, on finit toujours par trouver. Et je pense qu'avec l'actualité, les gens se mettent de plus en plus à chercher ce type d'histoire. Et encore une fois, quand on cherche, on finit par trouver. Il y a des archives, n'est-ce pas ? Parce que Amal parlait des archives des services secrets tchécoslovaques, il y a des archives aussi à Londres. En réalité, les documents sont là. Ah, mais les documents sont là, ils sont là depuis très longtemps, et puis ça fait d'ailleurs, c'est pas la première fois, je crois que Vincent Jouvert avait déjà aussi révélé l'affaire du Canard enchaîné, où il y avait aussi un ancien espion soviétique au sein du Canard enchaîné pendant très longtemps, et ce qui explique d'ailleurs le fait que la DST avait mis des micros au Canard enchaîné à l'époque. Et on a eu aussi les archives Mitrokhin. Les archives Mitrokhin qui sont un recueil absolument phénoménal qui comporte aussi un chapitre sur la France. Prenons deux exemples, pardon. Claude Estier. Alors Claude Estier, lui, il n'a pas été ministre, mais il a joué autour de François Mitterrand un rôle très important. Vous l'avez connu, j'imagine. Oui, je l'ai vu à Pékin quand il accompagnait. Vous saviez qu'il était agent ? Non, je ne savais pas. J'étais très jeune à l'époque. Oui, vous n'étiez pas encore aguerri comme aujourd'hui. Claude Estier, ça a été un personnage très important de la gauche française. Il a joué un rôle important comme agent. Nicolas Quesnel, oui. Comme agent, oui, il a joué un rôle absolument important. Après, il y a eu d'autres agents qui étaient très célèbres. Moi, je travaille beaucoup sur la guerre d'influence, sur la guerre de l'information. Pour moi, un des agents qui est le plus révélateur aussi au sein des médias, c'est l'affaire Pierre-Charles Pathé, qui est le fils du fondateur des cinémas Pathé, qui s'était fait arrêter en 1980 par les services français dans le 19e arrondissement, en plein échange de documents avec son officier traitant du KGB à l'époque. Qu'est-ce qu'il donnait comme document ? C'était des listes de ses abonnés, parce que la résidence de Paris, donc en fait le KGB à Paris à l'époque, finançait sa revue, et du coup il donnait le nom de ses abonnés, dans mes souvenirs. Qu'est-ce qui fonctionne là ? C'est l'argent, c'est le compromis, le compromat, comme on dit, c'est quoi ? L'ego, l'idéologie ? Mais ce qui ressort de l'article de Nicolas dans Le Point qui m'a marqué, je pense que c'est un signal à toutes les rédactions, payez vos journalistes correctement. Parce qu'effectivement, à force de clochardiser cette population, vous finissez par tomber sur des gens qui, deviennent vénales et qui acceptent, moyennant quelques roubles, de fournir des informations. Ou à l'inverse, à ces mêmes rédactions, méfiez-vous
de ces journalistes qui vous disent « Moi, je vais vous coûter, pour citer Nicolas, je ne vous coûterai pas un rouble. Je vais travailler, mais gratuitement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des traductions vers le russe, je vais vous ouvrir des antennes. » Et ça souligne en effet le fait que Poutine a beaucoup d'argent. La Russie, la manne pétrolière fait que le cash, ils peuvent y aller très franchement. Oui. Hein. Mais il n'y a pas que l'argent. Alors l'argent est vraisemblablement un vecteur très important, mais quand on passait, nous, pour être confidentiel défense ou secret défense, on était interrogé par la direction du renseignement de la sécurité défense, et les questions que nous pose, ça tournait bien entendu autour de l'argent, donc savoir si on avait des vulnérabilités financières, mais ça tournait beaucoup aussi autour de la vie privée, c'est parce qu'il y a aussi la pression. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, il y a 20 ans, il y a 30 ans, 40 ans, le fait de savoir qu'il était homosexuel, je pense, devait être un moyen de pression, qu'il avait une vie un petit peu sulfureuse, on lui dit, on a les photos, on peut te faire de la pression. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'idéologie. Je veux dire, alors ça marche peut-être moins bien maintenant, mais dans les années 30, Philby, etc., et puis jusqu'aux années 60, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont agi avec conviction idéologique. Voilà, donc ça, c'est quand même les trois, à mon avis. Il y a l'ego aussi. Et l'ego, il peut y avoir l'ego également. Mais effectivement, mais c'est ça, véritablement, les principales motivations qui je crois que chez les politiques, comme vous le dites, effectivement, il ne faut pas négliger l'idéologie. Claude Estier était très proche, il était dans la Mitterrandie, il avait construit la gauche après le congrès d'Épinay. Et donc, ce sont des gens, si vous voulez, à leur décharge peut-être, qui pensaient qu'il fallait toujours, vous voyez, cette fameuse Europe gaulliste de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, construire de très bonnes relations avec l'Union soviétique à l'époque. Et donc, il y avait une sorte d'idéologie en disant qu'il fallait continuer à entretenir de bonnes relations. Et donc, finalement, cela les conduisait d'une certaine façon à coopérer avec... On voit encore dans une partie de l'opinion française ceux qui mettent une forme de signe d'égalité, qui disent, par exemple, Navalny, oui, mais... Assange, ou qui disent les écoutes russes, mais il y a aussi sur le toit de l'ambassade américaine, et tout le monde le sait, et évidemment c'est pas la même chose. Là, c'est une démocratie libérale, impériale aussi, mais démocratie libérale quand même. L'autre, c'est un régime de fer. Bon, voilà, certains considèrent que ça se vaut. Oui, mais c'est surtout, enfin, quand vous parliez de ces différents cas, parce que moi j'ai connu ça puisque j'ai fait 2 séjours à Moscou, en Union soviétique et l'autre en Russie poutinienne, et je veux dire, c'est une forme d'industrie dans laquelle ils étaient plutôt performants et qui n'a jamais cessé. Ils ont toujours essayé de recruter des gens. Et on appelait ça le tamponnage. C'est-à-dire, vous rencontriez quelqu'un, vous essayez... Alors au début, c'est des petites choses, et ensuite, vous êtes pris là-dedans. Et c'est là que c'est dangereux, parce que certains ne savent plus du tout comment s'en sortir. Moi, j'avais rappelé, donc, j'ai fait un stage à la OSDEC, à l'époque, la DGSE d'aujourd'hui, avant d'être envoyé en poste, même pas à Moscou, où effectivement on nous mettait en garde contre les méthodes des soviétiques, les méthodes effectivement d'approche de retournement. Alors c'est vrai qu'il y a les 3 cas que vous évoquez, c'était les mœurs, l'idéologie et l'argent. Il y a le cas les fameux. Mœurs, aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais dans les années 80, moi j'ai encore connu des cas de ce type. Un de vos prédécesseurs, ambassadeur à Moscou, il a été rappelé par De Gaulle, n'est-ce pas, la scène fameuse où il le fait entrer dans le bureau, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Non, mais il l'a même pas rappelé. Il lui dit, alors de Jean, on couche. Oui. Le pauvre de Jean arrive tout tremblant dans le salon doré, et De Gaulle, d'abord, il prend des notes, et il dit, alors, de Jean, on couche ? Et en fait, sa secrétaire, qui était sa maîtresse, finalement, a été envoyée à l'ambassade de Belgique. Oui. C'était déjà à l'époque certaines méthodes. Mais très sérieusement, quand vous étiez aux affaires, donc quand vous dirigiez l'ambassade, est-ce qu'il y avait des gens dans la maison dont vous aviez des doutes, pour lesquels vous aviez des doutes ? Non, mais en fait, on avait le représentant de la DGSE, de la DGSI, et parce que les Russes, essayaient d'approcher un petit peu tout le monde, plus le personnel russe de l'ambassade aussi. Donc, non, il reste aussi présent que du temps du KGB. Il y a aussi certains fonctionnaires, hauts fonctionnaires, dont une assemblée parlementaire, qui ont été effectivement soupçonnés, voire même accusés, révoqués, en tout cas suspendus, pour avoir éventuellement passé des informations, non pas à la Russie, mais à la Chine, sous prétexte effectivement de bonnes relations. La communication d'informations, même anodines, peut être considérée comme des éléments de traîtrise à sa propre nation. Est-ce qu'il y a une spécificité française ? Vous rappeliez tout à l'heure l'affaire des gaullistes, les gaullistes qui ont été un point un peu de faiblesse. Il y a quand même, c'est un pays où il y a eu des ministres communistes 2 fois, 1945, 1981, De Gaulle, puis Mitterrand.
des gens qui poussaient pour plein de choses fantastiques pour les droits sociaux, mais qui par ailleurs étaient vraiment au service d'un État complice de très grands crimes, qui était l'Union soviétique. Est-ce que ça a pesé ? Alors oui, ça a pesé. Moi, j'aime bien toujours rappeler l'élection de 1974 entre Giscard et Mitterrand. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que vous aviez le KGB, que ce soit la résidence à Paris ou le KGB à Moscou, qui ont tous les deux poussé pour l'élection de chacun des candidats. C'est-à-dire que la résidence de Paris poussait pour Valéry Giscard d'Estaing, se disant qu'il valait mieux avoir plus ou moins quelqu'un de droite. C'est un quand même conservateur, réel politique. Conservateur, etc., qui quand même, c'est rassurant, on peut discuter avec lui. Au contraire, Mitterrand, on est moins sûr. Et à l'inverse, vous aviez des gens aussi à Moscou, qui, eux, ont poussé plutôt pour l'élection de Mitterrand sur un mode de pensée, on va dire, un peu plus classique. Donc, le point que souligne ici Nicolas Canel est très important. Avec raison, on souligne qu'aux extrêmes, il y a eu des sympathies, il y en a encore pour Poutine, mais les présidents régnants, Giscard a été très indulgent pour l'Union soviétique pendant l'Afghanistan, Chirac très copain de Poutine, De Gaulle qui a été très loin dans la sympathie avec l'Union soviétique. Les présidents régnants, en réalité, ont eu beaucoup de liens. Oui, mais le génie de François Mitterrand, vous voyez, la photo que vous venez de montrer, c'est d'avoir intégré 4 ministres communistes au gouvernement, tout en ayant été très ferme vis-à-vis de l'Union soviétique. 4 ministres communistes, dont un ministre d'État que je vois au milieu, que c'était M. Fitterman, ministre des Transports, Anicet Le Port, qui a été ministre de la fonction publique, des gens qui ont eu un rôle très important en France, mais le génie de Mitterrand, c'était de ne pas les mettre à des endroits où éventuellement ils pouvaient passer des informations. C'est sûrement très sympathique, mais si aujourd'hui on nommait 4 ministres directement liés à la Russie poutinienne, vous diriez pas c'est génial, on les nomme non, mais comme ça n'a jamais. Non, mais on ne nommerait pas de ministre qui est pro-poutinien. Là, ils étaient un parti communiste qui est encore très fort. Oui, c'est ça. Il y avait quand même à la même époque, je me permets de vous le rappeler, beaucoup de malheureux qui crevaient dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons en Russie. On est tout à fait d'accord. Ces gens-là le soutiennent. Mais le Parti communiste a été pro-Union soviétique, bien évidemment. Mais ils ont été intégrés au gouvernement pour des raisons de politique intérieure. Ils n'ont jamais, en tant que tel, enfin, je pense, en tant que ministre, trahi des secrets à l'Union soviétique. Maintenant, il y avait un rapport de force politique. Le programme commun, il s'était bâti avec les communistes. Sans les communistes, il ne serait pas arrivé au pouvoir. Donc, à un moment donné, il était point et plein lié. Mais en fait, ça reste une faute politique. Quelque part, ça reste une faute politique d'avoir admis en 81, juste après l'invasion de l'Afghanistan, des ministres communistes. Moi, je trouve. C'était de la politique. Non, mais le génie de Mitterrand, c'est de la politique. C'est d'avoir permis de réduire le Parti communiste à des proportions nettement moindres en l'intégrant au gouvernement. Que peuvent-ils faire aujourd'hui, Nicolas Canel, concrètement? On parle vraiment maintenant de 2024. Est-ce que ces gens envoient à Moscou des informations vraiment sensibles? Moi, ce que je trouve très intéressant, surtout, c'est qu'ils ont l'intelligence d'exploiter les failles qu'il y a dans la société française, et notamment, pour le coup, dans l'article que j'ai écrit pour Le Point, les failles dans le monde des médias aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'Olesya Orlenko, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a su exploiter ces failles-là. Elle a su exploiter le fait qu'on est dans un métier qui fonctionne au réseau, à la camaraderie, à l'entre-gens, littéralement, et elle s'est rapprochée pendant très longtemps des gens du Parti communiste. Elle a tamponné, du coup, pour reprendre la phrase, des gens à la fête de l'humanité. Alors expliquez-moi bien ce que veut dire tamponner dans votre jargon. Tamponner, ça veut dire quoi? Mettre en contact. Ça veut dire approcher quelqu'un pour essayer de le... Ça a approché quelqu'un. Et elle a approché des gens à la fête de l'UMA comme ça. D'abord, elle a réussi à approcher des gens du quotidien L'Humanité. Elle a réussi à devenir représentante, d'une certaine manière, c'est un peu plus compliqué que ça, mais représentante de l'Humanité en Russie. Et une fois qu'elle était devenue journaliste, pour le coup, et plus seulement historienne, et elle était déjà auréolée du statut de journaliste pour l'Humanité, elle a pu se rapprocher de quelqu'un au Monde Diplo, qui l'a mis en contact avec les huiles du Monde Diplo, et là, elle est devenue responsable de l'édition internationale du Monde diplomatique en Russie. Non, il y a une photo dans l'article de Nicolas qui m'a marqué, où on la voit aux côtés de Stéphane Roussel, qui est le secrétaire général du Parti communiste. Et après, vous pouvez regarder les votes du Parti communiste, que ce soit par exemple sur la reconnaissance de l'Holodomor à l'Assemblée nationale. Il y a, je crois, 170 votants, 168 qui votent pour la reconnaissance et 2 votes négatifs, qui sont les 2 votes communistes, qui se justifient en disant « écoutez, c'est un débat pour les historiens, nous on ne va pas trancher là-dessus ». Donc la réponse à votre question, c'est de l'influence. Ça n'a pas changé le cours du vote, mais c'est un début et il se fait sentir de manière quand même très concrète. Et ça n'est pas la seule thématique où les communistes ont voté contre
l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou contre l'adhésion à d'autres ensembles tels que l'OTAN ou sur des sujets comme cela. Donc l'influence, c'est un sujet non négligeable. Moi, ce qui me frappe dans votre article, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné, c'est on a l'impression que les rédactions ou les journaux ne contrôlent pas les gens qu'ils recrutent. Il y a des difficultés, c'est-à-dire que on prend pour argent comptant qu'ils sont journalistes alors que certains sont des agents d'influence. Est-ce que cela a changé aujourd'hui ou est-ce qu'on ne faisait pas suffisamment attention aux personnes que l'on recrutait dans ces rédactions? Bon, je vous rappelle, parenthèse, Albert Londres lui-même avait quelques liens avec les services, donc il y a une très grande ancienneté dans le journalisme de liens avec... Alors, c'est les services français, donc c'est les services nationaux, mais... Bien sûr. Après, pour répondre à votre question sur est-ce que les gens ont changé et est-ce que maintenant on se met à un peu plus vérifier les CV quand il y en a qui arrivent, moi j'aimerais croire que oui. Après, je suis une nature assez pessimiste, hein, donc Qui ici a été approché par des services ? Non, moi j'ai pas été approché, mais quand j'étais à Kaboul, quand même, j'avais fait évacuer par avion un diplomate russe qui s'appelait Pouchkine, ça ne s'invente pas, qui était, paraît-il, de la famille de Pouchkine. J'avais été approché par l'ambassadeur de Russie à Kaboul, il s'appelait Kaboulov. Alors ça ne s'invente pas non plus. Donc, et Kaboulov, donc, on le met dans l'avion pour le ramener au Tadjikistan, parce qu'après il repartait. À l'époque, on n'avait pas des trop mauvaises relations. Et ensuite, il a quand même cherché à m'inviter à une petite partie festive où il y aurait plein de jolies filles, etc. Donc j'ai gentiment décliné. En tout cas, c'est la version officielle. Vous avez gentiment décliné. Ah ben j'ai décliné, oui. Je dis oui, merci. Non, mais là, je suis très occupé. Ça va être difficile, etc. Mais sur le tarmac de l'aéroport, Franco de Port, venez. Voilà. Puis après, voilà, c'est exact. La photo, l'Ukrainienne avec 1,50 m de jambes, etc.